Puisque d'un commun accord, nous avons convenu que Dreux, la chapelle, le domaine et la chapelle de Dreux étaient un monument exceptionnel et que M. Legnaud nous a bien confirmé hier que c'était la plus belle des nécropoles dynastiques. Nous allons vous présenter maintenant à plusieurs voix tout ce que la conservation régionale des monuments historiques, représentant ici donc l'État DRAC, entreprend pour l'étude, la conservation, la restauration de ce site en vue évidemment de sa transmission aux générations futures. Alors peut-être un petit rappel en préambule de cette communication dont je ne ferai que l'introduction avant de passer la parole à mes chers collègues. Rappelez que le domaine royal de Dreux est classé en totalité depuis le 12 décembre 1977. C'est une protection qui arrive un peu tardivement dans l'histoire du site, compte tenu de l'exceptionnelle réalisation qu'on a pu voir pendant ces 2 jours. Enfin, néanmoins, c'est entièrement classé. C'est le plus haut degré de protection que la loi française autorise, et ça donc distingue ce monument au plan national pour son intérêt évidemment historique. Je crois qu'il n'y a pas de débat sur cette question. Pour son intérêt évidemment artistique, nous avons eu tout le loisir de le voir pendant ces 2 jours, mais également pour son intérêt archéologique. Là encore, on en a eu la démonstration. Donc un classement en totalité, ça veut dire la chapelle, évidemment, mais également tout le bâti qu'il y a sur le domaine, les cuisines du roi, les différentes constructions, maison des évêques, maison des aumôniers, vestiges et restes de l'enceinte, et également tout le parc qui est également classé. Par voie de conséquence, toute intervention sur ce site est soumise à autorisation du préfet de région que nous représentons ici aujourd'hui. Mais ce n'est pas qu'un contrôle, une signature en bas d'un papier. La conservation régionale des monuments historiques apporte également un soutien technique, scientifique, conseil auprès du maître d'ouvrage. Je crois que le dialogue avec la Fondation est de ce point de vue extrêmement fructueux. En témoignent les nombreuses campagnes de travaux que je vais vous rappeler et que je vais vous énumérer depuis environ une dizaine d'années. Ce classement également induit une responsabilité collective, que ce soit de la part de l'État ou de la Fondation, pour la préservation, la conservation et la transmission de cet exceptionnel ensemble. Alors depuis 10 ans, il y a, vous allez le voir, beaucoup de chantiers qui se sont succédés, mais également des études qui ont été entreprises. Peut-être qu'il est bon de rappeler qu'avant de se lancer dans une campagne de travaux, il convient d'en déterminer les contours, et cela passe notamment par la réalisation d'études diagnostiques confiées à mon voisin. Les dites études qui vont déterminer l'état sanitaire du monument, ses altérations, ses pathologies, essayer d'en comprendre l'origine et à la suite proposer un programme de travaux avec phasage, estimation de travaux à l'appui. À la suite de cela, donc, on engage des séries de travaux. Donc vous voyez à l'écran que depuis 2011, les campagnes se sont succédées à un rythme quand même assez soutenu, d'autant qu'il s'agissait parfois de campagnes de travaux assez lourdes, notamment pour le couronnement de la coupole de la chapelle, mais également des travaux concernant la couverture de la chapelle, des travaux sur l'orgue, on vient d'en parler, le relevage notamment de l'orgue. Des études nombreuses ont été entreprises, notamment sur les tombeaux. Une très très belle étude a été réalisée par le restaurateur Olivier Roland, une étude plus spécifique pour le tombeau de Louis-Philippe. Et par la suite, donc, des travaux également sur les couvertures, garde-corps du chemin de ronde de la chapelle.
Actuellement, il y a une campagne de travaux que Régis Martin vous détaillera. Et une des grandes problématiques de la chapelle royale concerne l'étanchéité et l'assainissement. Vous avez peut-être vu au cours de votre visite hier qu'il y a une grosse problématique d'humidité dans la chapelle avec remontée de sel. Voilà, juste quelques éléments pour illustrer ce propos. La page de garde de l'étude d'Olivier Roland, qui a bien mis en évidence justement la problématique des remontées de sel, notamment dans la chapelle de la Vierge, dont on a un peu expliqué hier que c'était le sanctuaire peut-être le plus sacré de l'édifice. Mais qui est peut-être un des endroits également les plus humides, avec des tombeaux qui sont scellés au plâtre, ce qui génère des remontées de sel extrêmement actives pour les tombeaux et de ce fait met en danger la conservation des tombeaux. Voilà, quelques pages illustrées de son étude. Les études les plus récentes, c'est la chapelle de la Vierge, ainsi que la restauration du donjon. 2 études réalisées par Régis Martin à ma droite, dont l'une a généré et génère encore des travaux actuellement sur la couverture de la chapelle de la Vierge. Et nous appelons de nos voeux, évidemment, la restauration du donjon, dont vous avez pu apercevoir hier qu'il nécessite quand même une intervention assez rapide. Des chantiers à venir, c'est évidemment la suite de l'opération en cours, c'est la réalisation d'une galerie ventilée, a priori programmée à partir de 2024 sur 3 tranches, mais Régis me corrigera. La restauration à venir, on l'espère, de la tour maîtresse, ou appelée également le donjon, mais je crois que le nouveau terme c'est tour maîtresse, je voudrais froisser personne. La restauration du pont Louis-Philippe et peut-être à peut-être plus moyen terme un projet de mise en valeur du parc. Et avant de céder la parole à mes voisins, je voudrais rappeler donc, que l'État DRAC soutient à la fois, donc je l'ai dit, sur le plan technique et scientifique la Fondation, mais également sur le plan financier, et évidemment cela a son importance. Le soutien financier de l'État s'élève à ce jour, sur les 10 dernières années, à plus d'1 million d'euros, 1,2 million d'euros, sur un montant total de travaux de 2,6, ce qui fait un taux moyen d'intervention de 45%. C'est un taux important et il convient de le souligner. Et donc nous sommes un partenaire, je crois, à la fois financier, mais également un partenaire scientifique et technique de première importance pour la Fondation. Enfin, Irène et Fabienne vont vous le détailler. La conservation régionale entreprend également des études scientifiques. Nous avons une mission également d'études et de connaissance des monuments sur lesquels nous intervenons. Et Irène et Fabienne ont entrepris un inventaire très exhaustif des objets de la chapelle depuis plusieurs mois, voire plusieurs années maintenant, qui ont abouti à une campagne de protection. Ces objets n'étaient pas protégés jusqu'il y a 1 an. Aujourd'hui, ils sont inscrits au titre des monuments historiques avec vœu de classement pour une très grande partie d'entre eux, et notamment avec attache à perpétuelle demeure pour ne pas disperser ce fonds, parce que un des intérêts de cet ensemble, c'est que ces objets qui ont été faits pour la chapelle sont encore conservés dans la chapelle. Je n'en dirai pas plus, mais ça a été un travail colossal et je tiens ici à nouveau à les remercier pour leur engagement, leur investissement dans ce dossier, dont l'aboutissement aujourd'hui et ces 2 jours de colloque, c'est aussi à la suite de ce grand projet de recherche que nous avons proposé à la Fondation de co-organiser ces 2 journées, dont vous avez pu voir le fruit ces dernières 48 heures. Donc je passe la parole à Régis.
Merci beaucoup. Je vais essayer de vous montrer des photos de choses que vous ne verrez pas quand vous vous promenez autour de la chapelle. D'abord des photos aériennes et puis aussi des photos du chantier qui permettent de se faire une petite idée des travaux que nous avons entrepris et que nous entreprendrons encore dans les années qui viennent. Évidemment, je vais vous parler de la chapelle et du chantier en cours, mais également d'autres... en fait, on est un petit peu au four et au moulin sur ce domaine, puisqu'en fait, il faut essayer de donner un petit peu de restauration à droite et à gauche. Et nous avons des petits chantiers. Nous avons un petit chantier qui va démarrer ici, sur le pavillon Philidor, qui se trouve à l'entrée du domaine. Oui. Oui, ça y est, c'est pointé. Merci. Et donc, ça, c'est un tout petit ouvrage, mais qui malheureusement est fort ruiné. La couverture est en très mauvais état. Donc, on va commencer avant la fin de l'année un chantier qui va concerner la mise hors d'eau, hors d'air et la restauration un petit peu structurelle du bâtiment. Vous voyez ici une vue de l'intérieur. Donc, ce sont des bâtiments qui sont tout à fait en déshérence. Par ailleurs, évidemment, Anne vient d'en parler. Il s'agit aussi d'engager des travaux sur la tour maîtresse que vous voyez ici, donc au nord de la chapelle. Voilà une vue un peu insolite en plan masse. On ne se rend pas très bien compte quand on se promène autour de cette tour, mais en réalité, c'est un écorché, puisqu'il a perdu beaucoup de ses parements, et on a une petite forêt qui pousse sur les parties supérieures et qui dégrade progressivement les parements. Donc évidemment, les travaux à réaliser sur cet ouvrage sont importants, puisqu'il faut lutter contre les entrées d'eau à l'intérieur de la chemise de la tour. Voici une vue là, du petit lanternon d'éclairage zénital du salon du pavillon royal et les conséquences aussi des infiltrations. Donc à l'intérieur, vous voyez, que vous avez pu voir donc cette tenture peinte qui est en très très mauvais état et qui évidemment appelle une mise en valeur. Il y a également un autre sujet de préoccupation qui est à l'arrière du côté est de la chapelle, qui est le pont Louis-Philippe, qui est partie intégrante en réalité de la composition architecturale de cet ensemble. Et ce pont Louis-Philippe est constitué de parements avec on ne va pas dire des habitations, mais disons des parties qui étaient réservées au corps de garde, qui étaient à l'intérieur des culées du pont. Et le tablier est abîmé. Et lorsque l'on a fait des sondages, on s'est aperçu qu'immédiatement derrière ce parement, on avait de la terre et des grosses racines qui poussent le mur. Donc il faudra qu'on s'attache également dans les années qui viennent à trouver un programme de travaux pour restaurer cette partie-là. Mais bien entendu, le sujet majeur, c'est la chapelle de la Vierge, qui est actuellement échafaudée. Vous avez pu tourner autour du chantier. Cette chapelle de la Vierge est cruciale parce que... oui, là, ma photo n'est peut-être pas très bien placée. Ça, c'est une purge qu'on a réalisée. Vous voyez, ça, c'est une croix sur un des pinacles latéraux. On a fait des déposes pour sécuriser le site. Donc voilà, je reviens à la chapelle de la Vierge. Donc vous voyez sa position avec la chapelle de Mecklembourg sur le côté sud. Et donc cette petite chapelle, qui est donc le Saint des Saints, on va dire, de la chapelle royale, était surmontée à l'origine d'une flèche beaucoup plus considérable que celle que vous voyez aujourd'hui. Et la coupe sur l'édifice en dit beaucoup. Vous voyez qu'il s'agit en fait d'une double coupole. Vous avez donc la voûte, qui ferme à l'intérieur de l'édifice. Et puis vous avez une petite pièce intermédiaire sous la coupole. Et cette coupole elle-même supporte la flèche.
Alors c'est une gageure que de porter une flèche par une coupole. C'est tout à fait contraire au bon sens le plus élémentaire, puisqu'en fait elle va écraser la coupole. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, puisque donc en 1876 on a eu un écroulement à la suite d'une tempête, dit-on, mais ne s'écroule lors des tempêtes que ce qui est déjà très fragile. Et la flèche a donc écrasé la coupole et fait écrouler une partie de la voûte également. Donc tout ça a été reconstruit dans les années qui ont suivi, mais a conservé une grande fragilité. Alors ce que vous voyez en bleu sur ce schéma, ce sont toutes les zones d'infiltration. C'est-à-dire qu'on a une partie d'entrée d'eau par le toit, mais aussi des entrées d'eau par le pied. Et la chapelle est en fait enterrée dans le terrain, et les tombeaux étant directement au contact du soubassement profitent, j'ai envie de dire, baignent voilà, dans une saumure qui n'est pas très favorable à leur conservation. Donc l'idée est de créer une petite galerie périphérique qui sera parfaitement invisible, mais qui permettra d'assainir la périmétrie de l'ensemble. Vous la voyez ici en rouge au pied de l'édifice. Alors voilà dans quel état était la flèche. Vous pouvez voir que la sculpture est extraordinairement dégradée. Toute la bague feuillagée qui est autour de la base de la flèche est ruinée. Le démarrage, le support. Alors c'est une flèche, on appelle ça une flèche, mais aujourd'hui vous voyez qu'elle n'est pas ajourée, hein. C'est simplement un fût de maçonnerie complètement aveugle, et qui bénéficie d'une sculpture d'une très grande qualité et d'une très grande originalité surtout. Donc voilà, je vous montre des photos de quelques-unes des chimères qui amortissent les pinacles qui sont autour de la couronne, qui sont vraiment d'une très grande inventivité. Et heureusement, on va pouvoir en sauver une grande partie, puisque lorsque les pinacles sont abîmés, on va les remplacer par incrustation. La coupole, ce que l'on appelle la coupole, en fait, n'est pas vraiment une coupole, c'est une espèce de tonnelle structurée par des membrons, et entre les membrons, entre les nervures de cette coupole, c'est une coupole un peu comme celle de Florence, vous voyez, avec des gros membrons qui tiennent la flèche au-dessus. Il y a des fers, un cerclage métallique qui est dans la pierre. Et ce cerclage métallique est vraiment à quelques centimètres derrière la surface de la pierre. Et ce parement en pierre de fausses tuiles de pierre est en fait une paroi qui ne fait pas plus de 10 cm d'épaisseur. Donc en fait, c'est juste un remplissage de théâtre. Le métal est omniprésent dans l'édifice. Vous voyez ici une agrafe qui sert à réaliser le chaînage sous le chéneau. Ces ouvrages, lorsqu'ils se corrodent, font éclater la pierre vers l'extérieur. Donc c'est une pathologie qui est récurrente sur l'ensemble de la chapelle, et que nous devons traiter soit en supprimant ces agrafes, soit en les remplaçant par des éléments en inox. Mais il y en a qui sont suffisamment originales pour qu'on les conserve avec des moyens appropriés. Ici, on est sur le toit de la petite chapelle latérale où on a dû remplacer une dalle de couverture en totalité. Voilà l'état des parements des pinacles. Donc vous voyez qu'ici, il y a de la pierre à remplacer dans une proportion importante, ce qui nous a amené à déposer l'ensemble de la flèche. Vous voyez ici l'échafaudage avec le fantôme au milieu de la flèche, comme un puits de lumière, et la flèche a disparu. Et alors, lors du démontage, on s'est aperçu que ce n'était pas des fûts de pierre monolithes, mais un assemblage, un petit peu comme une galette des rois, avec des parts, vous voyez, et chaque morceau de la flèche est un petit triangle qui se rejoint au milieu, donc qui donne une très grande fragilité à l'ensemble, et l'ensemble est tenu par ces agrafes en fer qui accroissent le danger d'explosion de la pierre. Alors pourquoi est-ce qu'on a un montage pareil? Eh bien parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on a remployé les éléments de l'ancienne flèche. Donc les morceaux que vous avez là sont des morceaux retaillés et taillés en forme de triangle pour reconstituer un fût de colonne. Donc quelque chose de très fragile et finalement de pas très très bien pensé.
Un autre point de fragilité, ce sont ces conduits de ventilation pour le chauffage et également de descente des pluviales. Ces conduits sont creusés, enfin disons bâtis, comme des petites cheminées dans lesquels on peut monter. C'est-à-dire que vous voyez des barreaux d'échelle à l'intérieur. Mais je pense que c'est un enfant de 10 ans qui peut monter là-dedans parce que c'est vraiment très, très étroit. Disons que c'est pour les petits ramoneurs. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de place pour la pierre. C'est-à-dire que la paroi de la façade est devenue tellement mince qu'elle éclate et tous les barreaux de l'échelle ont fait gonfler le métal et tout ce puits a dû être remplacé. Voilà, donc je vous montre quelques vues de ce trou où on a l'évacuation des eaux dans des goulottes en plomb. Donc tout ce travail demande un remplacement important en pierre de taille. Vous avez ici de la pierre de Saint-Maximin qui est en remplacement. Et voilà le travail que nous effectuons, c'est-à-dire qu'au lieu de rétablir un fût en petites parts de gâteau, nous avons coupé en 4 seulement, ce qui fait qu'on a une bien meilleure cohésion. Et pour garder la sculpture d'origine, nous réincrustons les éléments de gargouille, de fausses gargouilles, ce sont des gargouilles ornementales, nous les réincrustons dans la pierre neuve, de façon à conserver l'authenticité et la qualité de la sculpture qui aura été nettoyée et en conservation. Ensuite, les éléments neufs sont sculptés. Voilà le travail sur les crochets. Vous voyez que juste au-dessus de la zone de travail, vous avez une partie qui est conservée de la partie ancienne. Donc les crochets n'ont pas encore été nettoyés, mais ici on est dans la phase finale du remontage de la flèche. Et là, nous venons ces dernières semaines de commencer l'habillage des chenaux en cuivre pour la collecte des eaux en pied de la tourelle, du dôme. Le dôme sera étanché avec une couverture en plomb qui viendra par-dessus la couverture en pierre. Alors c'est un choix que nous avons discuté, qui a fait l'objet d'un grand débat avec la conservation. Il y avait 2 possibilités. Soit on faisait l'étanchéité dans la petite pièce qui était en dessous, soit on faisait l'étanchéité sur le dessus, mais avec un léger changement d'aspect, puisqu'en fait, si la pierre est apparente ou si la pierre est couverte avec du plomb, le résultat n'est esthétiquement pas le même, bien entendu. Mais comme la plupart des coupoles sur la chapelle royale sont déjà couvertes en plomb, et pour les mêmes raisons, on a quelque chose qui sera tout à fait homogène de ce point de vue-là. Voilà, et puis pour terminer, je vous montre des petits travaux. Les petits travaux sont aussi importants que les gros. Vous voyez, on a mis des mains courantes à l'entrée. On a assuré la sécurité du nouveau circuit de visite. Vous voyez, à gauche, l'état avant, à droite, l'état après. Donc, vous voyez, on a créé des petits garde-corps. Voilà. Je vous remercie. Alors, à l'issue de cette présentation, nous voulions revenir en quelques mots pour vous présenter le travail qui a été mené ces derniers mois sur les objets mobiliers conservés au domaine royal de Dreux, site historique majeur de l'histoire de France et monument d'architecture d'exception, comme nous l'avons vu depuis hier, mais pas seulement. Comme plusieurs intervenants l'ont déjà montré, ce domaine est encore aujourd'hui habité de très nombreux objets mobiliers qu'un inventaire détaillé et des recherches récentes contribuent à remettre en lumière et dont l'intérêt historique et artistique mérite indéniablement une protection et une conservation pour les générations futures. Le choix de se lancer dans cet inventaire du mobilier de la chapelle royale a germé il y a déjà quelques années à la faveur du récolement des objets mobiliers de Dreux protégés au titre des monuments historiques. Notre attention s'est alors notamment portée sur 2 ensembles aujourd'hui mobiliers, mais à l'origine décor monumental. D'une part, l'ensemble de vitraux qui vous a été présenté hier par Karine Boulanger, mais également le très bel ensemble sculpté provenant de l'ancienne collégiale Saint-Étienne que Damien Bernet et Philippe Plagneux ont remis à l'honneur.
En 2014, afin de compléter cet ensemble et assurer une bonne conservation à l'œuvre, nous avons envisagé, en lien avec la Fondation Saint-Louis et la ville de Dreux, la restauration d'un autre chapiteau de même provenance qui avait par le passé été transformé en bénitier dans l'église Saint-Pierre. Mais cet usage, de même que le positionnement de cette sculpture, était peu compatible avec sa bonne conservation. Il a donc été déposé, restauré et mis à l'abri au musée où il est aujourd'hui visible, ce qui a permis de compléter la série déjà existante. Au-delà de ces éléments désormais conservés hors les murs du domaine, il est vite apparu que malgré la qualité artistique et l'intérêt historique majeur de ce site, le mobilier de la chapelle n'avait jusque-là été que très peu considéré, puisque de fait, un seul objet, avant 2014, était protégé au titre des monuments historiques, l'orgue, et encore, comme vous le voyez sur cette diapositive, uniquement pour sa partie instrumentale due à Aristide Cavaillé-Coll, le buffet n'ayant pas à l'époque retenu l'attention. Tout était donc à faire dans ce domaine des objets mobiliers au sein du domaine royal. Alors, une première protection au titre des monuments historiques a très vite été initiée et portée au classement, celle du premier gisant de la duchesse d'Alençon dont nous avons parlé tout à l'heure. Comme il vous l'a été indiqué, ce premier gisant n'a pas été retenu par la famille royale et il n'a jamais été mis en place dans la chapelle royale. Nous l'avons retrouvé un peu à l'abandon dans les cuisines du domaine royal. Donc c'est la photo que vous voyez en haut à droite. Donc cette sculpture, pour son intérêt historique et artistique, a été classée au titre des monuments historiques en 2014 et est aujourd'hui déposée par la Fondation Saint-Louis au musée de Dreux. Donc dans le prolongement de cette première protection, très ponctuelle comme vous le voyez, qui a permis d'accompagner le transfert de l'œuvre vers le musée, nous avons proposé à M. Jean-Louis Sureau, alors secrétaire général de la Fondation Saint-Louis, un inventaire complet du mobilier du domaine royal, initiative qui a recueilli tout son assentiment, de même par la suite celui de M. Mété, et nous leur en sommes très reconnaissants. Et donc c'est ainsi que l'aventure de cet inventaire a commencé. Donc une aventure, oui, qui commence autour de 2019-2020, en privilégiant évidemment les périodes où la chapelle royale, enfin le domaine, est fermé pour pouvoir circuler, visiter, disposer des personnes, notamment de Dimitri, qui nous ouvrait toutes les portes. Et comment procéder ? Puisque au départ, notre enthousiasme était surtout pour la chapelle et son mobilier, et on s'est rendu compte que dans tous les bâtiments qui sont malgré tout nombreux autour de la chapelle se trouvaient d'autres objets qui pouvaient être intéressants ou en tout cas nourrir notre inventaire. Donc une exploration des différentes parties du domaine. Alors on voit peut-être pas. Donc la chapelle évidemment avec son mobilier, les bâtiments de l'évêché que vous verrez ce soir ou que vous avez peut-être vu, qui recèlent des placards, des réserves, énormément de petits espaces où sont stockés à la fois des objets mais aussi de l'iconographie. Et puis un autre domaine qui nous paraissait que nous ignorions complètement, sauf au moment où nous avons découvert le gisant de Barias, ce sont les cuisines qui sont en sous-sol et qui accompagnaient en fait la tour du roi, la tour maîtresse, qui là aussi recèle beaucoup d'éléments lapidaires, du métal aussi, et puis des plâtres qui pour l'instant ont seulement été photographiés mais qui ne sont pas inventoriés. Donc les cuisines, mais aussi les ateliers, le clocher. Une mission a été confiée à notre expert campanaire, M. Gouriou, pour faire l'inventaire et l'analyse de toutes les cloches qui sont dans le clocher. Et puis une petite sortie à l'extérieur, puisque nous avons inventorié aussi les pièces d'orfèvrerie qui sont à la banque, dans le coffre de la banque. Alors ensuite, quelle méthode mettre au point ? Ça, c'était aussi quelque chose d'important. Au début, donc, on a fait une observation individuelle de chaque objet avec relevé systématique des estampilles, des marques, des étiquettes. C'est comme ça qu'on retrouve des étiquettes de l'appartement de Madame de Montjoie à
au Palais Royal. Toutes ces marques estampilles nous ont évidemment mis sur des pistes des archives, prise de dimension, une campagne photographique professionnelle. Là aussi, nos petites photos documentaires étaient complètement insuffisantes pour ces objets, pour les mettre en valeur. C'était aussi l'occasion de les regarder de plus près. Certaines marques sont très difficiles à lire, donc c'était l'occasion. Donc ces campagnes photographiques qui ont aussi débouché, donc comme je vous disais, sur des recherches en archives incontournables, qui sont aussi passionnantes, puisque les archives du fond de la Maison de France sont très riches, très documentées, ce qui a permis donc de mettre en relation, et notamment l'inventaire que que tout le monde a évoqué aujourd'hui, des années 1847, de 300 AP1, 1554, que Denis a quasiment retranscrit en intégralité, et qu'on commence à mettre en relation avec des objets, qui a été vraiment le déclencheur, et qui nous a permis aussi de revenir sur certains objets, puisqu'on avait noté les numéros, mais on ne savait pas dans quel espace ils étaient situés. Donc là, maintenant, on commence à avoir des choses un peu plus précises, sachant que, comme le disait Anne, on a aussi des objets qui viennent d'ailleurs. Pour l'instant, on n'a pas retracé toute l'histoire de ces objets. On a aussi prospecté donc, les documents graphiques, que ce soit aux Archives nationales, mais évidemment au musée. On a pu aussi retrouver l'inventaire après décès demandé par la veuve de Louis-Philippe pour le domaine de Dreux aux archives départementales, et qui sera là aussi édité, je pense, prochainement. Donc tous ces éléments qui sont encore, j'allais dire, bruts, entre guillemets, et qu'il faut remettre en perspective des objets et des bâtiments, ont débouché sur des fiches, en fait, établies conjointement par Denis, moi-même, Irène et une brillante stagiaire de l'école des Chartes, Marie-Astrid Page. Voilà, donc des allers-retours qui nous ont permis de présenter un ensemble d'objets. Voilà, un premier aboutissement de ce travail. Donc l'intérêt historique et artistique de cet ensemble mobilier du domaine royal de Dreux s'est bien entendu confirmé et même conforté tout au long de ce travail de terrain. Notre approche également s'est peu à peu élargie au fil du temps par l'exploration du domaine vraiment dans toute sa dimension géographique et dans tous ses niveaux stratigraphiques. Voilà, au départ, nous avions en tête de travailler sur la chapelle, et on a vite compris que les objets mobiliers encore présents allaient bien au-delà du seul mobilier destiné à la chapelle. Donc nous avons abouti à un recensement d'objets extrêmement variés. Il y a un an, donc c'était le 17 mai 2022, nous avons soumis, avec l'accord de la Fondation Saint-Louis, une première sélection de ces objets mobiliers devant la Commission régionale du patrimoine et de l'architecture de la région Centre. Donc une sélection d'œuvres témoignage en fait de cette épaisseur historique et de la diversité des multiples facettes du domaine royal. La CRPA s'est prononcée à l'unanimité en faveur de l'inscription au titre des monuments historiques de cette sélection d'œuvres, mais au-delà de l'inscription, eh bien, l'intérêt historique vraiment majeur de ces objets a conduit la commission régionale à émettre le vœu d'une protection plus forte encore, celle du classement de 2 ensembles historiques mobiliers remarquables. Le premier de ces ensembles comprend une centaine d'objets ou de groupes d'objets, donc c'est 100 fiches d'inventaire, mais une fiche, par exemple, pour les chaises peut contenir 150 items. Donc voilà, une centaine d'objets, groupes d'objets qui sont parfaitement documentés dans les inventaires anciens ou par leurs marques, leurs inscriptions, et qui témoignent de ce lien historique très fort avec le domaine royal. Donc il est donc proposé pour cet ensemble-ci, et selon les dispositions de la loi LCAP de 2016, l'attache à perpétuelle demeure de ces objets à un immeuble classé au titre des monuments historiques. Cette première diapositive vous montre une sélection d'œuvres donc plutôt liées à la vie dans la chapelle royale. Vous en avez vu plusieurs de ces objets au cours de ces 2 jours, notamment, vous voyez, jusqu'aux cloches en bas sur votre gauche.
Un grand nombre d'objets également qui témoignent de la vie résidentielle de la famille royale à la chapelle de Dreux, notamment à l'occasion des funérailles. Vous avez ici quelques exemples avec des fauteuils, de la vaisselle ou encore en bas à droite un robinet, une réserve d'eau que vous pourrez voir tout à l'heure à l'évêché. Et encore au-delà de ces objets, donc plutôt liés à la résidence, eh bien, on a découvert aussi d'autres objets liés vraiment à la vie du domaine, avec des objets parfois extrêmement modestes, comme vous avez sous les yeux, des limes, des scies, mais des objets qui tous portent la marque du domaine royal de Dreux et un numéro d'inventaire qui permet de les relier à ce fameux inventaire de 1847. Le second ensemble d'objets protégés est quant à lui constitué d'une quarantaine d'œuvres liées à la famille d'Orléans, mais sans lien historique à ce jour documenté ancien avec la chapelle royale. Donc la proposition qui est faite pour ces œuvres, dont vous avez sous les yeux quelques illustrations, est un classement, mais sans attache à perpétuelle demeure. La protection de ces deux ensembles sera donc proposée prochainement à la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Elle constitue pour nous une première étape, mais comme vous l'avez perçu au cours de ces 2 jours, eh bien, de nombreuses découvertes restent encore à faire dans les archives et par l'étude pour approfondir notre connaissance du mobilier de la chapelle royale. Il y a notamment des domaines pour lesquels notre inventaire reste en cours parce que voilà, le travail était conséquent, en particulier le lapidaire conservé dans les cuisines, mais également les textiles ou d'autres objets redécouverts encore après ce premier travail d'enquête. Donc ce travail n'est pas encore fini, mais c'est une première étape qui a été franchie. Oui, voilà. Avec quand même aussi des allers-retours avec d'autres lieux. On a évidemment la chapelle de la Compassion avec les tableaux de M qui sont normalement commandés pour la chapelle royale, donc nous essaierons de les voir. Idem pour du mobilier qui est parti vers Amboise, qu'on essaiera de reconstituer ou en tout cas de vérifier la présence. Et puis des études, Denis Ayot n'est pas là aujourd'hui, mais on avait aussi on avait regardé la porte avec beaucoup d'attention, et notamment les vantaux en bois. Et donc, on se disait que pour la publication des actes, on pourrait peut-être faire une étude matérielle, voire dendrochronologique sans prélèvement de cette porte qui a l'air évidemment très ancienne, même si un ventail a l'air un peu plus repris. Donc, encore des perspectives et des temps de recherche sur place. Alors évidemment, tout ce travail ne se fait pas avec seulement 2 personnes. Donc on a j'espère qu'on ne va pas oublier quelqu'un, mais on a beaucoup de remerciements, beaucoup de bons moments aussi passés avec toutes ces personnes, notamment donc avec la Fondation Saint-Louis qui nous a ouvert les portes, Jean-Louis Sureau, Marc Mettet, Monsieur Petit, Dimitri Lost, Yvonique Alfred, qu'on n'oublie pas évidemment pour les archives, Véronique Aubert, Madame Guenièvre aussi, Sarah et Geoffrey, qui à tout moment ont répondu à nos questions et nous ouvraient les portes. Pour le musée de Dreux, évidemment, Damien Chantraine, Clémence Poupin et Élodie Riby, qui là aussi jusqu'au dernier moment nous ont fourni des images, des dimensions, voilà. Et pour la DRAC, évidemment, toute l'équipe a entendu parler de la chapelle royale, voire y a participé. Je pense à Cécile Rousseau, nos stagiaires Nina et évidemment Marie-Astrid Page, Irène, Denis bien sûr, et puis un remerciement particulier pour Anne qui nous a donné quasiment carte blanche pour cette mission longue, et j'espère qu'elle nous en donnera encore des possibilités. Et puis Sylvie Marchand qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui a participé à l'élaboration des plaquettes et autres, et Gaëlle Massot qui a organisé ces journées avec Sarah Brooker. Voilà, j'espère que je n'ai pas oublié des personnes incontournables. On remercie aussi tous les participants qui ont voulu participer à ces journées, à la fois les intervenants et ceux qui sont présents dans la salle. Merci beaucoup.